Alors, vous me direz, bon d'accord, et les économies émergentes dans tout ça? J'y viens. J'y viens parce que, évidemment, le professeur Sethi le rappelait tout à l'heure, les économies émergentes ont pris une place, un rôle beaucoup plus important au cours des 15-20 dernières années qu'elles n'avaient avant. Dans les institutions politiques, leur rôle est déjà important depuis longtemps. Je pense à l'ONU, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est un système qui fonctionne sur un pays, une voix. Donc, les économies émergentes ont autant de voix que leur nombre, donc ça va bien. Et au Conseil de sécurité, la Russie et la Chine, puisque ça a été défini comme cela à l'origine, représentent dans une certaine mesure, en tout cas en poids, sur les membres du Conseil de sécurité, quelque chose qui est à peu près raisonnable. On ne peut pas dire que les économies émergentes sont absentes. Donc, de ce point de vue-là, sur les institutions politiques, principalement l'ONU, le problème n'est pas majeur. Le problème qui est peut-être majeur, c'est que l'ONU ne sert pas à grand-chose, mais ça c'est un autre débat que nous n'avons pas aujourd'hui. Et donc l'endroit où ces économies émergentes sont correctement représentées est un endroit qui finalement n'est pas très efficace. Alors quand on passe des institutions politiques aux institutions économiques, alors là c'est tout différent. Celles qui sont les plus connues, vous les connaissez, c'est le FMI et la Banque mondiale. Il y en a d'autres, plein d'autres, mais prenons ces deux-là. Et un problème très classique a été celui des quotas et de la représentation des pays. Parce que là, c'est pas un pays, une voix. Ce sont des institutions financières, et donc, en gros, l'idée, c'est que chaque pays devrait être représenté en fonction de son poids. Bon, ça c'est facile à dire. Après, comment on mesure le poids économique et financier d'un pays? Est-ce que c'est son PIB? Peut-être. Est-ce que c'est son apport? Le Luxembourg alors serait tout petit. Est-ce que c'est son importance dans la vie financière? Alors le Luxembourg serait très gros. Est-ce que c'est une combinaison des deux? Sans doute. Mais alors quelle combinaison? Vous voyez qu'on rentre dans des débats byzantins qui peuvent durer très longtemps. Mais l'idée que c'est le poids économique des pays qui doit assurer leur quota, c'est-à-dire leur droit de vote finalement, et donc leur représentation dans ces institutions est admise par tout le monde. Le problème c'est comment on mesure ce poids. En tout cas, dès lors que c'est bien le poids économique qui doit traduire la présence des pays dans les institutions internationales économiques, alors la montée en puissance des économies émergentes, évidemment, a changé la donne. Et avec un débat sans fin, toujours recommencé, sur le fait que, comme il faut bien que ça fasse 100% à l'arrivée, s'il y en a qui montent, il faut qu'il y en ait qui baissent. Et des candidats pour monter, moi j'en ai vu beaucoup, mais des candidats pour descendre, j'en ai pas trouvé tellement. Pourtant, c'est nécessaire, quelles que soient les arguties sur le bon ou le mauvais calcul et la formule qui définit le quota, le pourcentage de voix d'un pays, une formule qui est longue comme ça, avec énormément d'éléments là-dedans, et chaque pays, évidemment, a de bons arguments pour expliquer que cette variable-là, on devrait lui donner plus de poids, comme par hasard, c'est celle qui la favorise le plus. Bon, tout ça est normal. Mais quel que soit ce débat sur les modalités de calcul, le vrai problème est un problème politique, qui est quelle place on donne à ces économies dans la gouvernance, c'est-à-dire dans la prise de décision. Cette prise de décision, à la Banque mondiale, comme au Fonds monétaire, elle se fait au travers d'un conseil d'administration qui, voilà, au Fonds monétaire, par exemple, comprend 24 sièges, et qui sont 24 pays qui représentent tous les autres, avec des circonscriptions. Par exemple, circonscriptions qui sont parfois un peu baroques, de forme un peu bizarre. Par exemple, le Maroc est dans une circonscription qui comprend la Mauritanie et qui va jusqu'au Pakistan. Allons savoir pourquoi, qui comprend un certain nombre de pays du bord de la Méditerranée, mais pas tous. Il y a d'autres circonscriptions tout aussi mal organisées, et dans cette circonscription où il y a le Maroc, par exemple, on va aller savoir pourquoi, il y a le Ghana. Bon, pour vous dire que c'est pas d'une logique totale. Mais ça fonctionne pas si mal, au sens où ces circonscriptions qui comprennent, pour les très grands pays, ils sont tout seuls, 4 pays européens, les États-Unis, la Chine, mais pour les autres pays, ils sont plusieurs, et ça peut aller jusqu'à 15-20 pays, parce que vous avez par exemple le Brésil qui emmène avec lui des pays comme Haïti, ou comme d'autres petits pays qu'il faut bien d'une manière ou d'une autre mettre quelque part. Mais c'est assez démocratique, parce que ces circonscriptions se réunissent entre elles, leur porte-voix
au conseil d'administration traduit les besoins et les positions de l'ensemble de ceux qui représentent, et ma foi, si on veut pouvoir travailler, on ne peut pas avoir 182 pays dans la salle, et donc il faut bien d'une manière ou d'une autre avoir des institutions de gouvernance qui permettent la discussion. Vous voyez, pourquoi 24, ça pourrait être 20, ça pourrait être 30, mais enfin on ne peut pas aller beaucoup au-delà. Le débat, bien sûr, c'est chacun pèse quoi dans ce conseil d'administration? Il pèse l'ensemble des droits de vote des pays qu'il représente, de sa circonscription. Et on revient sur le débat de combien chacun pèse. Non pas que chaque vote soit un vote où on compte à la virgule près, qui est dans un côté ou qui est de l'autre, mais on voit bien, quand on préside ce Conseil, où se dégage une majorité, vers où ça va, et sans même qu'on ait besoin de voter. On fait passer les décisions avec des majorités qui sont généralement assez larges, mais qui sont dans la tête de celui qui préside, qui sait bien que, d'accord, il y a une très forte opposition de telle circonscription, mais enfin malheureusement elle ne pèse pas grand-chose, donc les autres l'emporteront. D'où l'importance de ce débat sur la représentation des économies émergentes. Et au cours des dernières années, des progrès importants ont été faits pour faire glisser, jamais suffisamment, disent ceux qui défendent les économies émergentes, trop, disent les pays les plus développés, pour faire glisser des pourcentages de voix, de décisions vers les économies émergentes, pas mal vers la Chine, qui est celle qui a le plus explosé, mais vers tous finalement, car quasiment toutes les économies émergentes, et même les pays en développement les plus pauvres, voient quand même leur part relative s'accroître. Si bien que, pour ma part, quand j'étais à la tête du FMI, 2 glissements ont été opérés. Le premier en 2008 de 2,7%. On ne dirait pas grand-chose de 2,7%, mais enfin, 2,7% pris aux pays les plus riches pour aller vers les pays émergents, c'est pas si mal. Puis 6% en 2011, qui doit être mis en œuvre avant fin 2012. Je ne suis pas absolument sûr que ça sera totalement réalisé, mais enfin, le glissement se fait et petit à petit donne plus de poids aux pays émergents.